Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée aux institutions de la 5e République. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Yves Saint-Jours, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature en tant que personnalité extérieure. C'est bien ça? Personnalité non magistrate, personnalité... C'est ce qui est mentionné dans votre titre. Voilà. Merci beaucoup. Je précise que vous étiez également ancien ambassadeur de la France en Espagne et au Brésil. Merci encore d'avoir accepté notre invitation sur Fréquence Protestante. Alors aujourd'hui, nous parlerons du Conseil supérieur de la magistrature, une institution peu connue du grand public. Pouvez-vous nous présenter dans un premier temps l'institution avant d'aborder le fond? C'est une institution qui, effectivement, est très bien connue des magistrats et de tous les membres qui composent l'autorité judiciaire, mais pas du grand public. Pourtant, elle est très importante puisque c'est un organe constitutionnel et il est prévu par l'article 64 et 65 de la Constitution et l'article 64 de la Constitution de la 5e République. Dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire bien sûr le garant de la séparation des pouvoirs, en réalité qui est le fondement même de nos démocraties et de notre état de droit. Et qu'il est, c'est écrit aussi dans l'article 64, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que c'est l'organe qui est chargé auprès du président de la République, arbitre du bon fonctionnement des institutions, de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Très bien. Dans l'histoire constitutionnelle française, est-ce qu'on retrouve des traces d'un Conseil supérieur de la magistrature? Ah oui, on le retrouve. On le retrouve dans différentes formes à partir de la Troisième République. À la fin de la Troisième République, il y a déjà quelque chose qui se construit, qui est plus quelque chose d'un peu technique. Et puis, c'est la Quatrième République en 1946 qui crée là carrément un Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature, il apparaît de nouveau dans la Cinquième République. Et c'est dans la Cinquième République qu'il va prendre une forme qui va changer en réalité pendant les années, puisqu'au départ c'est un conseil qui est présidé par le président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux pouvant présider ces séances. Et ça n'est que à partir de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est-à-dire quelque chose qui est assez récent, qu'il se détache complètement de la présence directe de ce président, qu'il assiste néanmoins pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, et qu'il prend sa structure d'aujourd'hui. Quelles sont ses principales missions? Alors il a à partir de la mission fondamentale de l'indépendance de l'autorité judiciaire, en réalité il a des missions assez précises. La première, c'est que toute nomination d'un magistrat doit passer par ses mains. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort de l'école nationale de la magistrature, un magistrat qui change de poste, ou les premiers magistrats de France, eh bien, forcément, le Conseil supérieur de la magistrature a à en connaître. Alors, pour les magistrats en général, il a à en connaître en donnant un avis sur cette nomination, cette mutation, etc. C'est ce qu'on appelle l'avis conforme. Et s'il donne un avis non conforme, c'est-à-dire s'il dit non, ce magistrat ou cette magistrate ne doit pas aller là, eh bien, on ne peut pas le nommer là. Il est souverain et il n'a pas même à expliquer
en réalité, pourquoi il le fait. En réalité, il peut très bien dire les choses, mais il n'a pas à se justifier, en quelque sorte. Et puis pour les magistrats les plus importants, c'est-à-dire les présidents des tribunaux, des juridictions, les premiers présidents des cours d'appel, alors il a l'initiative de la nomination, et c'est lui qui propose cette nomination, c'est-à-dire que il est dans une fonction beaucoup plus active de choix de ces hauts magistrats. Quand il s'agit du parquet, c'est-à-dire les procureurs généraux, ou tous les autres membres du parquet, c'est-à-dire qui représentent toute cette partie de la magistrature, là, il donne seulement un avis qui est favorable ou un avis qui est défavorable, parce que ils sont nommés directement par le gouvernement avec un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut dire à ce sujet que depuis maintenant pas mal d'années, quand sur les procureurs généraux ou sur les procureurs, ou voire même sur d'autres postes d'ailleurs, quand le Conseil supérieur de la magistrature a donné un avis défavorable qui ne lie pas le gouvernement, pour autant, le gouvernement l'a suivi et n'a pas nommé les personnes. Ça fait déjà pas mal d'années que les choses se passent ainsi et que les gouvernements, le ministre suit les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc voilà, la première mission, c'est ça. C'est tous les mouvements de magistrats passent entre les mains du Conseil supérieur de la magistrature. Et pour vous donner une petite indication de son travail, je viens de finir mon mandat de 4 années, puisque les mandats sont de 4 années au Conseil supérieur de la magistrature, et nous avons fait plus de 8000 mouvements. Wow. C'est-à-dire, grosso modo, un peu plus de 2000 par an. Donc, ça fait beaucoup de mouvements, et je pourrais le dire, beaucoup de travail. Voilà, pour bien faire les choses. Très bien. Alors, ça, c'est la première mission. Voilà. Il y en a d'autres. Alors, je peux en parler. Il y a une autre mission qui est directement liée à l'article 65, alors de la Constitution, qui dit que le président de la République peut demander un avis au Conseil supérieur de la magistrature, précisément dans son rôle d'assistance du président de la République. Et que sur des questions liées à la déontologie des magistrats ou liées à l'organisation du pouvoir judiciaire, le ministre peut aussi demander des avis au Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est ainsi que il y a tout un travail de conseil, d'avis, de réflexion sur la magistrature, son organisation, en fonction des demandes qui émanent du président de la République et du garde des Sceaux. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans les 6 dernières années, et dans les 4 années du mandat qui vient de s'achever, nous a demandé 2 fois un avis. Une première fois sur le parquet, son indépendance, le rôle du parquet en 2017, et puis une deuxième fois sur la responsabilité et la protection des magistrats, ce qui sont des thèmes évidemment très très importants. Et puis nous avons été amenés à donner, nous n'avons pas ce qu'on appelle le droit d'autosaisine, c'est-à-dire on peut pas décider nous-mêmes sur quoi on va donner des avis. D'accord. Mais en réalité, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées et qui ont amené la justice à se poser des questions. Il y a eu la question de la formation des magistrats, il y a eu un rapport sur la formation des hauts cadres de la fonction publique, le rapport de monsieur Thiriet, et puis il y a eu la réforme de cette haute fonction publique. Et là, nous avons donné notre avis parce que voilà, on était directement interpellés, interrogés sur cette formation. Et puis récemment,
il y a eu ce qu'on a appelé les États généraux de la justice. Et dans ces États généraux de la justice, on a été amené à écrire une contribution, parce que le Conseil supérieur de la magistrature est bien placé pour savoir, au fond, comment la magistrature fonctionne. Et on a considéré que dès lors qu'il y avait ces États généraux, ou d'ailleurs il y avait 3 membres du Conseil supérieur de la magistrature qui étaient présents dans le comité des réflexions et de rédaction, eh bien on avait des choses à dire et on a donné une contribution du Conseil à ces États généraux. Et donc voilà, nous sommes amenés à donner des avis. Nous avons été amenés à produire des réflexions. On a même fait un colloque en 2021 sur la question de la responsabilité des magistrats. Et on a aussi publié des communiqués quand on a considéré que oui, on peut dire, l'indépendance de l'autorité judiciaire était un peu malmenée, parfois par les politiques, donc ou par des situations. Vous avez peut-être le souvenir d'une manifestation de policiers devant le Palais Bourbon, devant l'Assemblée nationale, et grosso modo, certains d'entre eux, pas tous, mais disaient que le problème de la police et la justice, on a été amené à rappeler un certain nombre de fondamentaux à ce moment-là. Et ça, c'était la deuxième mission. Mais il y a une troisième mission qui est la discipline. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, même si, quand un juge fait une action tout à fait répréhensible, un délit ou quelque chose de criminel, il passe devant d'autres juges, hein, il passe au pénal, voilà, il est comme les autres. Mais il y a la discipline des juges et nous sommes, les juges des juges, en quelque sorte, et qui sommes chargés de bien voir comment les juges répondent convenablement ou pas convenablement, et à ce moment-là il y a des sanctions à leur mission, à leur devoir, et donc c'est un travail aussi que nous devons faire. Voilà, ça fait finalement pas mal de boulot, oui, comme vous dites. C'est pour le dire de façon simple, ça fait pas mal de boulot. Voilà. Alors, pour mener toutes ces missions, le Conseil supérieur de la magistrature à un organisme, à une organisation un peu particulière. Est-ce que vous pouvez revenir sur le mode de fonctionnement? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, dans la magistrature, même si la magistrature, l'autorité judiciaire est il y a quand même le siège et le parquet. Le ministère public, le parquet, et puis le siège, la magistrature que l'on voit, les juges et pas de juge debout et juge assis. Voilà, la magistrature assise, la magistrature debout, disait-on autrefois. Et donc, il y a en réalité 2 formations. Il y a une formation pour la magistrature, donc les magistrats du siège, et il y a une formation pour les magistrats du parquet. Parce que il est très important qu'effectivement, non seulement l'indépendance de l'autorité judiciaire dans son ensemble soit respectée, mais que chacune des entités aussi soit respectée dans son indépendance, dans sa façon de fonctionner. Et alors, c'est assez complexe, mais ça revient à ceci. Dans le système du Conseil supérieur de la magistrature, le principe, c'est que il y ait une majorité de non-magistrats. De non-magistrats. Pourquoi ? Précisément parce que un des éléments qu'a voulu le constituant, quand il a fait la Constitution, c'est que, et ensuite les lois organiques, le législateur, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, il veille à l'indépendance de l'autorité judiciaire, et il veille aussi au fait que l'autorité judiciaire ne soit pas seulement l'affaire des juges, que ce soit pas, on va dire un gros mot, que ce soit pas trop corporatiste, voilà.
Et c'est ça la philosophie du système. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cet équilibre. Alors, l'équilibre tel qu'il est fait dans le système français, c'est qu'il y a 8 membres qui sont pas des magistrats et 7 membres qui sont des magistrats. 8 d'un côté, 7 de l'autre, et il y a une majorité d'une personne pour les non-magistrats. Les 8 membres qui sont les non-magistrats, eux, ils sont dans les 2 formations, du siège et du parquet. Et les 7 membres magistrats, soit ils sont dans la formation du siège, et soit ils sont dans la formation du parquet. Ce qui fait que si on suit bien l'arithmétique, il y a 8 plus 7 égale 15. Le Conseil supérieur de la magistrature siège, c'est 15. Le Conseil de la magistrature parquet, c'est 15. Mais vous êtes obligé de faire 8 plus 7 plus 7. C'est-à-dire qu'au total, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, c'est 22. 8 et 7 d'un côté, 8 et 7 de l'autre, mais les 8, c'est les mêmes. Voilà. Donc moi, qui étais membre commun, j'étais dans les 2 formations, comme tous les autres membres communs. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, c'est 2 choses parallèles. Une pour le siège, qui est présidée par le premier président de la Cour de cassation. On peut dire, autrefois, donc, c'était le président de la République. Maintenant, c'est le premier président de la Cour de cassation. On va dire, pour simplifier, le premier magistrat de France, et le parquet, c'est présidé par le procureur général de la Cour de cassation, près la Cour de cassation, qui est, si j'ose dire, le deuxième magistrat de France. Vous voyez ? Bon, alors, je ne sais pas si vous apprécierez ma façon de présenter les choses, mais c'est comme ça. Et donc, vous avez 22 personnes. Alors, de temps en temps, ces 22 personnes travaillent ensemble, parce que quand on parle des avis, quand on parle de l'ensemble du travail qu'on peut faire, bien sûr, ils travaillent ensemble, ils réfléchissent ensemble, mais ils sont séparés dans ces cas-là. Et puis, il y a des choses un peu plus complexes, si vous voulez, je vous les indique, qui sont que quand on a besoin, par exemple sur l'avis du président de la République, de prendre une décision, on réfléchit pas tous ensemble, on va prendre une décision sur ce qu'on va dire au président de la République. Là, il y a ce qu'on appelle une formation plénière, qui n'a que 15 personnes, et qui est un mix. Alors là, il y a toujours les mêmes 8, mais il y a un mix des magistrats, du parquet et du siège. Et puis, il y a une autre situation aussi, et comme ça, j'en aurais fini avec la question que vous me posez, c'est quand on fait de la discipline. Là, pour se conformer à des règles, et notamment les règles internationales, et notamment les règles européennes, on peut pas être plus de non-magistrats que de magistrats. Donc, on rajoute un magistrat. Donc, on est 8 et 8. On est 16, 8 magistrats, et toujours les mêmes 8 qui sont pas magistrats. Voilà. J'ai une dernière question sur ce sujet, mais qui préside l'institution Conseil supérieur de la magistrature ? C'est compliqué de répondre à cette question, parce que la formation plénière, c'est-à-dire cette formation qui doit répondre, elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, qui peut avoir peut se substituer à lui, s'il n'est pas là, le procureur général auprès de la Cour de cassation. Mais l'idée, si vous... Et donc, si le président de la République veut parler, par exemple, et ça s'est fait au responsable, entre guillemets, du Conseil supérieur de la magistrature, il invite le premier président, il invite le procureur général. Mais, pour répondre complètement à votre question, c'est collégial. C'est-à-dire, quand on est en délibération, il n'y a pas quelqu'un qui a une voix prépondérante. Il y a quelqu'un qui préside la séance, mais il n'y a pas quelqu'un qui a une voix prépondérante. Voilà. Merci beaucoup. Mais quels sont selon vous, les grands chantiers du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui ? Alors, le Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui, il a quelques grands chantiers. Pourquoi il a ces grands chantiers ? Eh bien, c'est un tout petit peu à cause des états généraux de la justice. C'est-à-dire qu'il est apparu clairement qu'il y avait
voilà, qui avait un mal-être, qui avait des difficultés très grandes. Ces difficultés très grandes, elles sont dues à de longues décennies où il n'y a pas eu les moyens, compte tenu de toutes les responsabilités qui peu à peu retombaient sur les juges, parce que on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, une grande partie de la régulation sociale, on va dire les choses comme ça, retombait sur les juges de la famille, les juges des enfants, l'ensemble des questions civiles, des litiges entre les personnes, etc. Parce que ce qu'on voit beaucoup dans la justice, c'est les grands procès, c'est le pénal, mais dans la vraie vie, quand les citoyens ont à voir avec un juge, la plupart du temps, les citoyens, c'est pas des grands délinquants. Ils sont peu nombreux, les grands délinquants, fort heureusement. C'est des gens qui ont des questions, hélas, de litiges familiaux, c'est des problèmes liés à l'enfance, c'est des problèmes liés à la propriété, c'est des problèmes liés au commerce, etc. Et donc, au fond, petit à petit, il y a eu une intensité de plus en plus grande sur les magistrats, avec de grandes difficultés matérielles, mais aussi, je dirais, pas seulement matériel, de reconnaissance de la place du juge dans la société. Et puis, il y a eu des difficultés qui tiennent au fait que la place du juge c'était tellement difficile que il y a eu un problème d'attractivité des endroits, des petites juridictions. Quand je dis petites, elles sont pas petites en dignité, elles sont petites en masse, si vous voulez. Et quand vous sortiez de l'école de la magistrature, c'était compliqué pour un jeune d'aller dans une petite juridiction, parce qu'il y en a presque 150 des juridictions en France, et donc plus de 150. Et donc c'est compliqué. Il y a un problème aussi d'attractivité des fonctions d'encadrement. C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver des présidents de tribunal ou des présidents de juridiction. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais parce que effectivement, non seulement ils doivent faire leur travail de juge, mais en plus ils doivent encadrer le tribunal. Ils ont des responsabilités administratives. C'est de plus en plus compliqué d'avoir des responsabilités, etc. Et puis il y a eu encore des questions liées à la modernisation du travail. Et les juges, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire ils sont face à la numérisation de la société. Et plus ça va, plus ils vivent, pas forcément, pas beaucoup avec le justiciable en face d'eux. Comme vous êtes en face de moi dans le studio, ils vivent beaucoup avec leur ordinateur, avec des papiers qui sont numérisés, et avec des applications, et avec des logiciels qui sont difficilement interconnectables, etc. Et puis il y a toute la révolution de la numérisation qui font qu'il y a ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est quoi? C'est que petit à petit, tous les jugements sont mis dans une base de données. Alors que faire avec cette base de données? Il faut faire attention, parce qu'il faut pas nommer les gens, parce que par construction, on va pas commencer à stigmatiser telle ou telle personne. Ça se fait assez comme ça dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il faut faire attention aussi que le jugement soit un jugement individualisé, c'est-à-dire c'est pas parce que l'open data dit que dans ce genre d'affaires on fait comme ça qu'il faudra faire comme ça avec monsieur Attel ou madame Tartampion, tout simplement parce que voilà, son cas il est forcément unique, et tout cela ce sont des éléments qui compliquent qui rendent la vie judiciaire complexe. J'y ajoute les questions liées alors au pénal et à la prison, au pénitentiaire.
vous savez, vous lisez vous-même le surpeuplement ou la surpopulation, il faudrait dire plutôt, carcérale. Comment faire, comment le traiter, et les magistrats sont sensibles à tout ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'application des peines. Il y a des juges d'application des peines qui pensent que tout n'est pas dans le milieu fermé, qu'il y a aussi le milieu ouvert pour essayer d'accompagner et de faire de la réinsertion. En fait, il y a des quantités de problèmes. Et aussi, il y a un problème très fondamental qui est comment travailler en collectif tout en restant le magistrat qui va trancher le litige. Parce qu'il faut jamais, ou qui va décider. Parce qu'il faut jamais oublier que beaucoup de gens dans la société, dans l'administration, prennent des décisions éventuellement. Mais le juge, lui, il doit trancher le litige, c'est-à-dire il doit dire toi tu as tort et toi tu as raison, et il doit punir, et donc c'est quelque chose de très lourd, et il y a une demande générale à la fois de respecter l'indépendance du juge quand il décide, et en même temps de collégialité pour qu'il puisse s'éclairer, qu'il puisse travailler en équipe, etc. Et tout ça, c'est une grande mutation qui est compliquée. Pardon, je suis un peu bavard, mais c'est pour vous dire tous les éléments qu'on peut prendre en considération, et j'en ai certainement oublié. Voilà. Une dernière question pour terminer. Quel souvenir gardez-vous de votre passage au sein du Conseil supérieur de la magistrature? Alors, j'ai un souvenir très fort, parce que d'abord j'en sors et que c'est 4 années d'intense investissement. Mais j'ai le souvenir de plusieurs choses. La première chose, c'est la collégialité du Conseil. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dit, j'étais ambassadeur, et puis je pourrais vous dire d'autres noms. J'ai souvent été amené à travailler en étant quelqu'un d'autorité, qui était en haut d'une pyramide, ou si j'étais pas en haut, j'étais sous le ministre, etc. Verticalité. Là, c'est quelque chose d'horizontal, où il faut beaucoup écouter les autres, où il faut se former une opinion, où il faut essayer de convaincre. Et donc, c'est quelque chose de très précieux, ça, de travailler en collégialité. C'est peut-être la chose la plus forte, ce qui n'implique pas qu'on soit d'accord avec les autres, hein, pas du tout. On peut garder ses convictions, sa façon de penser, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le sentiment d'être effectivement au service de l'autorité judiciaire, qui est l'un des grands piliers de la République, et comme vous avez dit pour commencer l'émission, pas très connu du grand public, pas très connu du grand public. Or, il n'y a pas de démocratie sans état de droit, et il n'y a pas d'état de droit sans une autorité judiciaire indépendante. Et donc, c'est quelque chose qui vous oblige, quelque chose qui vous porte, et qui fait que, même si on n'est pas connu, justement, même si on est un rouage dans une machine plus vaste, on a un sentiment, on a un peu le trac, on est un peu intimidé, parce que on n'est pas devant des caméras, mais on a le sentiment, quand on est un vieux serviteur public, qu'on est au service d'une chose qui vous dépasse. Merci beaucoup Yves Saint-Just d'avoir cette notre invitation sur Fréquence Protestante. Merci à vos auditeurs, auditrices. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages? Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey.